quotidien sur i24 News avec les débats et les idées entre Paris et Tel Aviv lors de faire le bilan de l'actu de ce mardi 10 février. Bienvenue dans les grandes gueules Moyen-Orient. À Jérusalem comme à Paris, les sondages se suivent et se ressemblent. En Israël, les élections verront s'affronter la droite pro-Bibi au centre droit anti-Bibi. En France, l'affrontement 2022 devrait opposer Macron à Le Pen. Et la gauche dans tout cela, où est-elle? A-t-elle disparu, tant du champ de la politique que des idées? Ce sera notre premier grand débat des GGMO ce soir. 5 000 € requis contre Marine Le Pen en cause des photos de Daesh reprises sur un tweet. Le problème est que ces tweets visaient à dénoncer les exactions de l'État islamique. Alors la justice a-t-elle un train de retard sur ce qui se fait sur la toile? Nous en parlerons. Enfin, c'est le fils des plus grands chasseurs de nazis. Aujourd'hui, il publie un ouvrage pour appeler à l'amour et au respect des animaux. Deviendrons-nous tous demain véganes? Faut-il interdire l'abattage rituel? Autant de questions que nous poserons à Arnaud Klarsfeld. Il passera ce soir le grand oral des GG. Et bonsoir à tous, bonsoir Noémie Aliwa, bonsoir à nos grandes gueules ici à Tel Aviv, je salue Michael Lara, psychiatre, bonsoir, merci d'être avec nous dans ces grandes gueules. Laurent Figé, bonsoir, membre du Parti Travailliste, je salue également à Paris nos GGMO, Rost, rappeur et président de Banlieue Active. Merci Rost d'être de retour parmi nous ce soir et je salue également Clément Vérénal, journaliste. Bonsoir mon cher Clément, le décor est planté, place donc à notre grand débat des GGMO. Et pour commencer, arrêtons-nous sur ces échéances qui nous intéressent tant en Israël qu'en France. 41 jours nous séparent des élections israéliennes, 14 mois de l'élection française. Ici comme là-bas, la campagne bat déjà son plein, les instituts de sondage s'affolent et ici comme là-bas, une tendance politique semble totalement inaudible, ma chère Noémie Aliwa. C'est la gauche. Et voilà, en Israël comme dans d'autres pays dont la France, la gauche se fait de plus en plus marginale et rare dans les urnes. En attestent les résultats de différents sondages en vue des prochaines élections. En Israël, la dernière enquête de la chaîne publique Cannes montre que si les élections avaient lieu aujourd'hui, eh bien le bloc de droite dirigé par Netanyahou serait largement vainqueur avec 62 sièges, tandis que le bloc de gauche serait battu. Le Parti travailliste historique ne recueillerait que 7 sièges et le Parti de gauche Meretz ne remporterait que 2,8% des voix, donc il ne réussirait même pas à atteindre le seuil d'éligibilité fixé à 3,25%. Je le rappelle, une humiliation pour le parti, mais surtout un nouveau symbole de la défaite pour la gauche. En France aussi, elle s'effondre dans les urnes. Selon une enquête de l'IFOP pour le Figaro, la majorité des Français prévoit un second tour similaire à celui de la présidentielle de 2017, donc un affrontement entre Macron et Le Pen, deux candidats pas vraiment réputés pour être progressistes. À gauche, presque tous les candidats putatifs font un jeu égal à environ 20%. Anne Hidalgo en tête avec 20%, Jean-Luc Mélenchon 18%, en passant par Arnaud Montebourg 16%. À noter que dans ce même sondage, les Français estiment à majorité que le clivage gauche-droite est dépassé. Laurent Figé, vous qui représentez ici le Parti travailliste israélien, 7 sièges quand on sait qu'en 2003 ou 2006, on en avait une dizaine. Mais on doit comparer ça à ce qu'il y avait il y a 15 jours dans les sondages. Il y a 15 jours dans les sondages, nous étions à 0. Nous sommes à 7. Donc nous avons fait des primaires pour la tête de notre parti, nous avons réussi, mais je dois dire que Merav Michaeli a réussi un tour de passe-passe extraordinaire parce que moi qui n'étais pas favorable à cette candidate, je n'ai jamais voté pour elle dans aucune primaire du Parti travailliste, je suis devenu un convaincu, je vais vous dire pourquoi. Donc le Parti travailliste est de retour sur la scène politique israélienne, c'est ce que vous nous annoncez ce soir. Le Parti travailliste est de retour, le Parti travailliste doit se renouveler, doit se transformer, il a été trop figé pendant trop longtemps, il a toujours joué le rôle de la 5e roue depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Il faut arrêter ça, il faut arrêter la collaboration avec la droite, il faut laisser l'alternance se faire lorsqu'elle peut se faire. Il est bien entendu que les sondages que vous nous avez lus ne valent même pas le papier sur lequel ils sont écrits. C'est bien entendu clair, ça fait déjà 1 an que nous sommes en élection, plus d'1 an que nous sommes en élection. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas lu des sondages où M. Netanyahou était minoritaire. Le jour des élections, il était à 58-62. C'est vrai 62, et je ne vois pas non plus. Je n'ai jamais vu depuis 1 an et demi un sondage donnant Meretz au-dessus du seuil d'éligibilité. Il est toujours en dessous du seuil d'éligibilité et toujours élu après les élections. C'est un peu comme la tendance... Donc le Parti travailliste va reprendre le pouvoir en Israël à la prochaine élection? Certainement pas. Certainement pas. Le Parti travailliste doit faire un travail de fond pour savoir et analyser
pourquoi son déclin a eu lieu. Une des causes fondamentales du déclin de la gauche, c'est valable aussi en France, c'est la montée du centrisme, à la fois la montée du populisme et la montée du centrisme. La République en marche, c'est quoi les 383 députés? Sur les 383 députés que vous avez là, vous en avez la moitié qui sont d'anciens socialistes. Ce n'est pas la gauche qui a disparu, c'est la nomination de cette gauche qui a changé. On est passé d'une gauche socialiste de gouvernance à un parti centriste dont la moitié sont d'anciens socialistes, et le disent clairement, entre parenthèses, depuis plus de 6 mois en France à l'Assemblée nationale, beaucoup de ces anciens socialistes sont en train de quitter le groupe La République en marche pour refaire chaque fois En attendant, ils ont été siphonnés par le centre. Michael Harare, est-ce qu'il y a aujourd'hui un décalage entre ce que proposent les partis de gauche et ce qu'attendent les électeurs pour avoir de tels résultats? Je pense que la crise du Covid a acutiser les choses, c'est-à-dire que quand on est en crise, on a peur, et donc on va aller chercher à se rassurer avec soit un leader charismatique, un homme fort, puissant, un père de la nation, et à gauche il n'y a pas de leader charismatique, soit avec une structure forte, quelque chose de puissant qui nous rassure. L'idéologie de gauche se veut progressiste et d'ouverture, donc par définition, je pense que sur le plan psychologique, elle ne sied pas à la période actuelle. Après, il faut rajouter quelque chose, c'est qu'il y a une versatilité de l'opinion publique qui est forte, que ce soit en Israël ou en France, et que aujourd'hui où le débat d'idées a été écrasé par l'émotion, eh bien les choses peuvent se tourner assez rapidement. Et donc si aujourd'hui la gauche est en difficulté, je ne serais pas surpris, surtout que les économistes nous prévoient une crise économique de taille, que la gauche, surtout l'extrême gauche, ait un champ de tir important. Elle était déjà avant le Covid par contre, en France comme en Israël. C'est-à-dire, la gauche était déjà en... Oui, elle était déjà en difficulté. Oui, mais je pense aussi qu'il y a une recherche... D'abord, il y a eu un échec d'une gouvernance de gauche pendant longtemps, et puis après, je pense qu'il y a une recherche de pragmatisme, et que l'idéologie de gauche n'apparaît pas aux yeux des gens comme suffisamment puissante et capable de gouverner. Et puis, nous avons été trahis par le leader, quand même, par le leader pour lequel nous avons voté aux dernières élections, qui a trahi son électorat en faisant un gouvernement avec M. Netanyahou. Et qui sont partis avec Netanyahou, il faut quand même... Oui, c'est toujours la faute des autres. Gantz, c'était le centre-droit, ça n'a jamais été la gauche. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Clément Vayrena à Paris. D'abord, un mot sur ce qui se passe ici. Clément, vous voulez déjà parler de ce qui se passe en France? Oui, Non, j'aimerais répondre aux représentants du Parti travailliste parce que c'est quand même trop simple, c'est toujours la faute des autres. Il dit, alors il fait mine de se livrer à son examen de conscience. Pourquoi il y a un déclin du Parti travailliste? Et il dit, c'est à cause de la montée du centrisme et de la montée du populisme. C'est un peu facile, c'est un peu court. Et pourquoi il y a une montée du populisme? Attendez, laissez-le finir, laissez-le finir. Mais je ne vous ai pas interrompu. Je vais vous répondre. Ah, je sens que la réponse vous dérange. Mais pourquoi notamment en France? Pourquoi il y a une montée du populisme? Parce que effectivement, il y a aussi une montée, par exemple, de l'islamisme, et que la gauche, d'ailleurs, en France comme en Israël, s'installe dans une forme de déni du réel, dans des conditions qui sont certes différentes. Mais en Israël et en France, si la gauche est complètement dans l'ornière, c'est aussi pour cette raison. Pas de problème, je suis d'accord avec vous. Clément Vayrena parle de déni du réel. Non, pas de problème. Donc c'est bien, on a déjà porté une brique à l'édifice. Ce que vous dites, on va aller jusqu'au bout de votre logique. Je n'ai pas l'impression. Alors attendez, pourquoi les Républicains ne sont pas en train de monter dans les sondages? Pourquoi est-ce que Clément Vayrena, attendez, vous parlez tous en même temps. Clément. Les Républicains. Je vous réponds. Oui. Les Républicains, la droite républicaine, en France comme en Israël, n'est pas dans l'état de la gauche. Regardez, d'ailleurs, vous venez de le dire. Il y aura un candidat des Républicains israélien qui est en tête dans les sondages. Pour en revenir en France, je ne crois pas que les Républicains soient actuellement dans l'état du Parti socialiste, qui aujourd'hui est réduit à une peau de chagrin. Ou Meretz en Israël, qui soit sous le seuil d'inéligibilité. Mais Meretz n'est pas sous le seuil d'inéligibilité. Tout va dépendre, et encore une fois, et en Israël, ça dépend souvent du taux de participation. Vous avez vu entre la deuxième élection et la troisième élection, rien que la participation des Arabes qui a augmenté de 10%, rien que dans le secteur arabe, a rajouté 5 sièges au bloc anti-Netanyahou. On ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer. Il y a aujourd'hui une disparité entre tout le camp progressiste, même que moi je ne mets pas les islamistes avec les progressistes, puisqu'ils aujourd'hui, il y a deux blocs, il y a deux grands blocs. Il y a le bloc pro-Netanyahou avec une partie de la droite et un bloc anti-Netanyahou qui est la droite et le centre. Je souhaite vous apporter un éclairage. La gauche n'est pas. Qui veut parler? C'est Clément qui veut parler. Clément, je vous en prie.
Oui, oui. Non, mais pareil. Alors, pour revenir à la situation particulière israélienne, il y a une raison pour laquelle la gauche israélienne, la gauche travailliste notamment, le parti travailliste est dans les choux. Eh bien, c'est aussi à cause d'un déni du réel propre à Israël. Vous savez, c'est très simple. C'est pas la peine de faire des comptes d'apothicaire pour savoir ce qui va peut-être se passer aux prochaines élections. Le parti travailliste est dans les choux parce qu'il ne s'est jamais remis de l'échec des accords d'Oslo qu'ils avaient proposés et qui se sont avérés être sinon catastrophiques, du moins c'est un problème beaucoup plus profond que bien ça. sûr. C'est un problème qui n'a rien à voir avec c'est un problème qui n'a rien à voir avec bien entendu. Le terrorisme islamique, ça n'a rien à voir avec les préoccupations des électeurs. Vous êtes dans le même déni du réel. Vous êtes dans le même déni du réel. Je crois que vu de Paris, je crois qu'il y a un petit problème de perception. Alors on va remettre les choses en place. Qui a donné Hebron aux Palestiniens? C'est M. Netanyahou. Qui a parlé de Yasser Arafat comme étant de son grand ami? M. Netanyahou. Qui a négocié en secret en envoyant l'ancien président du Congrès juif mondial négocier le Golan avant qu'il y ait des problèmes en Syrie? Encore M. Netanyahou. Et qui aujourd'hui a permis aux pays des Émirats Arabes Unis et à tous les pays du Golfe d'acheter de l'armement et de recevoir de l'armement que seuls nous avions avant les accords d'Abraham. Alors avant de parler de tout ce qui est sécuritaire, nous n'avons pas vu, et puis qui donne de l'argent au Hamas tous les mois, qui permet les 35 millions de dollars qui rentrent par mois au Hamas, et qui permet au Qatar de financer le Hamas, et qui permet de financer le Hamas sans recevoir les corps des soldats qui sont encore enterrés là-bas et tenus en otage. Alors si ça c'est du patriotisme, mon cher monsieur, il faudra venir ici voir. J'aimerais entendre Ross, qu'on n'a pas encore entendu dans le débat. Ross, je vais entendre Ross, qu'on n'a pas entendu depuis le début de cette émission, parce qu'il y a aussi les chiffres que Noémie donnait il y a quelques instants pour la situation en France, avec ce match Macron-Le Pen, que les Français savent inimitable, mais qui ne veulent pas forcément. Sauf que Ross, vous n'y croyez pas à ces sondages. Mais non, mais justement, parce que moi ça me fait rire, les instituts de sondage, ça fait quelques années qu'ils se moquent de nous, où ils racontent des conneries. On a bien vu ce qui s'est passé même aux États-Unis, où ils disaient que Biden allait gagner avec au minimum 8 millions de voix d'avance, et on a vu comment ça s'est terminé. Mais bon, et puis aujourd'hui en France, on sait en plus les instituts de sondage, il en reste 2, vraiment. À qui ça appartient? Ce sont les amis du pouvoir. Donc on nous met des choses qui arrangent le pouvoir. Et on verra au final. On nous ment dans les sondages, c'est ce que vous dites. Mais pour revenir sur l'histoire de la gauche, mais moi je crois même pas aux sondages. Ça fait très longtemps que je crois plus aux sondages. On dit ce qu'on a envie de dire. On emmène le peuple vers l'opinion qu'on veut qu'il l'ait. Donc ça, et c'est pareil au niveau des médias. C'est pareil, les gens qui possèdent les médias et qui orientent aussi les informations pour que les gens aillent vers tel ou tel personnage. Moi, ça me fait rire quand vous dites que la gauche mais l'opposition tout court a disparu un peu partout, tout simplement parce que vous avez on ne parle que des mêmes personnes toute la journée. Et non, mais l'opposition n'a pas disparu. On entend les insoumis, on entend les républicains. Mais vous pouvez pas dire qu'on les entend ils sont pas. Pratiquement inexistants. Qui parmi eux vous entendez? Qui parmi eux vous voyez dans les médias? Qui parmi eux on met en avant dans les médias? Pratiquement pas. C'est toujours les mêmes qu'on voit. C'est toujours les amis de M. Macron qu'on voit en permanence. Bon. Donc je pense qu'aujourd'hui, et au-delà des idées que peuvent porter un parti par exemple, il faut que les idées soient incarnées. Mais qui incarne aujourd'hui? Qui a la carrure, qui a la stature pour les incarner? Mais juste une chose que je vais dire quand même aux politiques, qu'ils fassent très attention à une chose. Le combat là qu'ils sont en train de nous préparer entre Macron et Marine Le Pen, je peux vous dire qu'on continue à nous emmener vers ça, ils vont payer le prix fort. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont nous refaire à chaque fois le front républicain. Eh ben, je peux vous dire que la prochaine fois, il n'y aura pas de front républicain. Il n'y aura pas de fonds républicains la prochaine fois. Excusez-moi, mais ce n'est ni les politiques, ni les médias, ni personne qui mène les gens à ces résultats d'élection. En l'occurrence, le combat Le Pen, le duel Le Pen et Macron, il a déjà eu lieu. Il y a des chances pour qu'il ait lieu. C'est simplement les gens qui décident de mettre ces personnes-là au pouvoir. La preuve en est que Macron est arrivé très tardivement dans le paysage médiatique. Il s'est imposé tout seul. Et vous ne pouvez pas dire qu'on a créé ces personnages. Vous ne pouvez pas dire qu'on les a imposés. C'est les gens qui ont voté, qui ont mis le bulletin dans l'urne et qui continuent de le faire.
Non, mais madame... Un mot reste et on va avancer. Madame, vous connaissez le fonctionnement de notre société, vous connaissez le fonctionnement de... Vous savez, j'avais un prof d'économie qui m'a dit une chose. Ça va vous paraître un peu brutal, la manière dont il a dit les choses. Il a dit... La première règle en marketing, c'est ne prenez jamais les gens pour des cons, mais n'oubliez jamais qu'ils le sont. Non, mais c'est aussi un sketch des inconnus, vous savez. C'est un sketch des inconnus qui dit la même chose. Alors, juste un mot Clément, très rapide, pour qu'on avance au sujet. Je sous-estime, mais non. Oui, non, mais ce sondage, on ne va pas refaire le procédé des sondages. Il est une photographie de l'opinion à un moment donné, c'est-à-dire actuellement. Les Français, pour l'instant, anticipent un second tour Macron-Le Pen parce qu'ils ne voient pas d'autres combinaisons pour le moment, mais ils ne le souhaitent pas. Mais c'est la réalité. Et la politique, c'est pas l'art de l'idéal, c'est l'art du possible, du moins mauvais possible. Alors, pour l'instant, ils savent que on se dirige pour l'instant vers un second tour Macron-Le Pen. Il faut savoir qu'en politique, souvent, on vote pas pour, on vote contre. Et on verra si les alchimies évoluent d'ici là. Parce que d'ici 15 mois, on verra couler de l'eau sous les ponts. Et vous savez, je vous signale d'ailleurs, on verra s'il n'y aura pas un candidat surprise qui va arriver. L'Express qui sort aujourd'hui. Zemmour. Exactement. Oui. Son nom commence par Z et ça se termine par R, c'est ça? Oui, et il y a eu Coluche à une autre époque. On va voir s'il est vraiment sérieux. Oui. Bien, si vous voulez bien les uns les autres, on va revenir maintenant sur cette histoire en tout cas, il est moins drôle. De cet enseignant à Trappes qui vit sous escorte policière. Alors, si vous étiez avec nous avant-hier, vous en souvenez, on a parlé de ce professeur de philosophie menacé de mort pour avoir défendu Samuel Paty. Il a fait la tournée des plateaux télé pour dénoncer une ville de Trappes où, je le cite, les Juifs, les Portugais sont partis et même les musulmans modérés ne vont plus. C'est cet enseignant que vous voyez à l'écran. Dernière réaction hier soir, c'est dans les colonnes du Monde. Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, il se dit inquiet d'outrance, d'inexactitude du professeur qui se montre, selon lui, irresponsable et qui met de l'huile sur le feu. Rose, je vais commencer avec vous, comme vous êtes président de Banlieue Active. Votre parole nous est précieuse dans cette affaire. On entendra d'ailleurs dans quelques minutes votre nouveau clip qui est consacré au terrorisme. Mais d'abord, selon votre connaissance du terrain, la ville de Trappes, est-ce qu'elle est un territoire perdu de la République, comme semble le dire ce professeur de philosophie? Alors, il n'y a jamais aucun territoire perdu de la République. Il y a des territoires qui sont peut-être abandonnés, qui sont un peu laissés à la dérive, mais il n'y a pas de territoire perdu. Sinon, ça veut dire qu'on arrête tout. Il n'y a plus d'espoir, on arrête. Par contre, est-ce que c'est un territoire gangréné? La République est absente. Alors justement, là où la République est absente, les obscurantistes prolifèrent. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que Trappes. Il y a plein d'autres quartiers où ça se passe ainsi, où on laisse les gamins qui sont un peu perdus, qui sont à la dérive, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas d'espoir en tant que tels, aux mains de ces gens qui leur proposent des alternatives. On a tous besoin, quand vous avez 20 ans, quand vous êtes jeune, vous avez besoin d'avoir des perspectives d'avenir, vous avez besoin d'avoir des idéaux. Et si ces idéaux, la République, la société en tant que telle n'est pas capable de vous les proposer, vous allez les chercher là où les autres, les obscurantistes, vous les proposent. On a vu dans le cas de ces jeunes qui ont fait les attentats de Charlie Hebdo, on a vu leur parcours de Charlie Hebdo, de l'hypercachère. On a vu ensuite le 13 novembre. Il faut étudier le parcours de ces jeunes pour comprendre ce qui se passe réellement, pour voir comment on essaye de trouver des solutions. Et là, en l'occurrence, je peux vous dire que si on ne bouge pas, s'il n'y a pas une fermeté sur les règles de la République, on est en France, il y a des lois. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dégagez. Donc, résultat, vous maniez bien l'euphémisme, vous dites pas de territoire perdu, mais des territoires abandonnés. C'est une manière plus élégante de présenter la situation. Ce professeur de philosophie de Trappes, il a tort ou il a raison quand il dit que la situation est problématique sur le terrain? Non, mais que la situation soit problématique, il n'y a pas qu'à Trappes que c'est problématique. Il y a plein d'autres quartiers où c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui, on l'accuse de jeter de l'huile sur le feu, dit le préfet. S'il jette de l'huile sur le feu, c'est qu'il y a du feu. Mais parce qu'il dit qu'il n'y a plus rien à faire. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais c'est un cri d'alerte. Ce que vous dites, c'est une réalité, mais qu'on peut la changer.
C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, c'est à Tel Aviv, Laurent Siget. On parle de Trump en France. Il y a Molenbeek aussi en Belgique. Il y a Molenbeek, mais c'est exactement... Ça fait des années qu'on parle de ces fabricants terroristes. Ce sont les mêmes phénomènes qui créent les mêmes causes qui créent les mêmes phénomènes. Il faut faire un mélange. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que me dit Rost. Il faut faire un mélange entre deux politiques qui doivent être ensemble. Il y a une politique comme a fait Clinton au moment où il est arrivé aux États-Unis comme président pendant son premier mandat. Il a investi dans les quartiers les plus défavorisés. Il a investi beaucoup d'argent pour avoir des millions. Il y a des plans sur les banlieues. Attendez une seconde. Et à la fois, il y avait Giuliani qui était le maire, qui lui donnait d'un coup de bâton. Il y avait le bâton et la carotte. Pour résoudre ce genre de problème dans les quartiers, il faut que les gens sachent, comme il a dit M. Rost, qu'il faut d'un côté respecter les lois de la République. Ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de... C'est valable aussi en Israël pour des gens qui ne respectent pas les lois, où nous avons aussi des quartiers perdus de gens de secteurs qui ne respectent pas les lois en Israël. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. Tout le monde comprendra de qui je parle. Et il faut... On ne fait pas ce débat là-dessus ce soir. On ne fait pas le débat là-dessus ce soir. Mais ça... des Arabes israéliens, c'est ça? Non, je parle et des Arabes israéliens et des ultra-orthodoxes qui n'en font qu'à leur tête, qui ne respectent pas les lois du pays aussi. Et là, il faut mettre de l'ordre. Il faut et le bâton et la carotte. Il faut une politique mixte entre une politique dure de respect de la loi à la Giuliani, mais aussi proposer de l'espoir et proposer du social et proposer de l'enseignement à la Clinton. Il faut faire les deux ensemble. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est quand même tous les politiques, quand ils arrivent au pouvoir dans une ville, dans un département, c'est ce qu'ils proposent, c'est ce qu'ils promettent. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un déni ? Il y a un déni manifeste, et depuis une vingtaine d'années au moins, de la réalité de la dérive des banlieues, notamment sur l'antisémitisme. Je me souviens très bien que quand il y a eu l'affaire Mohamed Merah, on a dû arrêter les commentaires des internautes sur tous les grands journaux parce que c'était débordant de haine, d'antisémitisme, etc. Et Marine Le Pen, à l'époque, avait dit « Vous cachez la fièvre aux malades, alors qu'il faudrait le soigner ». Alors c'est Marine Le Pen, alors c'est compliqué d'être d'accord de principe, mais il y a une réalité qui est que c'est pas une petite minorité qui va très mal. À partir du moment où on considère que c'est pas une petite minorité qui va très mal, à ce moment-là, on peut commencer à avoir une fermeté et avoir aussi une politique qui va contrer les financements de ceux qui les nourrissent. Mais le problème, c'est que il y a une lâcheté particulière en France pour nommer ces choses-là. Ça s'appelle le clientélisme. Oui, et ça s'appelle malheureusement le clientélisme. De gauche comme de droite. Quand ce préfet dit, ce professeur met de l'huile sur le feu. Alors qu'il décrit c'est l'illustration de ce que c'est la lâcheté à la française. C'est-à-dire, vous ne devez pas dire ça, et donc finalement c'est lui qui est criminalisé. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ça va polariser la société. Il va y avoir ceux qui vont avoir peur et qui vont dire non, c'est vrai. Pas d'huile sur le feu, on est mieux comme ça, c'est déjà assez compliqué. Et il va y avoir ceux qui vont être dans une réaction. Et ceux qui vont être dans une réaction, comme ils ne trouvent pas leur incarnation dans le système politique classique, la gauche, la droite et le centrisme classique, ils vont aller dériver sur les extrémistes et on va retrouver une Marine Le Pen encore plus puissante. Donc vous rejoignez ce que j'ai dit à la base, c'est qu'aujourd'hui l'affaiblissement des partis classiques est dû à la montée à la fois d'un centrisme mou et d'un populisme radical qui fait que les gens ne se retrouvent plus dans les partis classiques, que ce soit au centre-gauche et que ce soit souvent dans beaucoup de pays. Au centre-droit. Il n'y a pas que le centrisme qui est mou. La gauche et la droite sont ramollies depuis une vingtaine d'années. Face à cette problématique-là et ce danger-là. Tout à fait. C'est ça le fond du problème. Lorsque les partis classiques institutionnels ne remplissent pas leur travail, ne remplissent pas leur rôle de résoudre le problème de la société et qu'ils cachent sous le tapis les problèmes, ils engendrent la montée et à l'extrême droite du populisme d'extrême droite et souvent un populisme d'extrême gauche qui existe aussi, malheureusement. Alors, si vous le voulez bien, Rost, vous nous faites l'amitié d'être avec nous ce soir. Vous venez de sortir un nouveau clip. Et on va justement vous entendre chanter, Rost, dans ce nouveau clip, puisqu'il s'agit d'un hommage justement aux victimes du terrorisme. Charlie, Hyper Cacher et les autres, on m'a promis le paradis, mais c'est l'enfer que je vis. Extrait. Désormais les yeux rougis par la haine, endoctrinés par ces soldats du djihad, insensibles et cruels, des sentinelles au scalpel, faire couler jusqu'à la dernière.
c'est la seconde partie des Grandes Gueules Moyen-Orient. Toujours à mes côtés ce soir, Michael Larar, psychiatre, Laurent Sigé, membre du Parti travesti israélien. À Paris, Rost, rappeur, président de Banlieue Active. Également Clément Veyrenal, journaliste. Juste avant la pause, on parlait de cette situation de trappe avec cet enseignant qui dénonce une situation où les islamistes sont là. De l'autre côté, un préfet qui dit qu'il va beaucoup trop loin, qui met de l'huile sur le feu. J'ai à l'instant un message de Samy Gozlan qui lutte du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme qui nous rappelle qu'à Trappes, il y avait eu 3000 juifs qui ont fui, notamment après un incendie à la synagogue. On va dire un dernier mot quand même pour clore ce sujet, Noémie Aliwa. Oui, je voulais juste rebondir sur la chanson de Ross qu'on a entendue juste avant la publicité, qui s'intitule, si je ne me trompe pas, Tu iras au paradis. Elle m'a fait penser à cette phrase de Sylvain Tesson. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, et donc je voulais lui poser simplement la question rapidement, est-ce que finalement la France n'est pas aussi un beau pays qu'on a tendance beaucoup à dévaloriser et à rabaisser? Ross, un petit mot là-dessus. Voyage beaucoup et je peux vous dire qu'évidemment on a énormément de chance. Il y a la chanson d'NTM à l'époque aussi qui disait quelle chance d'habiter la France, dommage que tant de gens fassent preuve de tant d'incompétence. Et le problème il est là. Et c'est pas parce qu'on est dans un beau pays où on a plein de choses qu'il ne faut pas se battre pour améliorer ce qui ne va pas. Pas parce que ça va mal ailleurs qu'il ne faut pas se battre pour améliorer ce qui ne va pas. Et bien voilà pour ce beau message d'optimisme. On va passer maintenant à notre sujet à la une ce soir. Marine Le Pen, mais aussi Gilbert Collard étaient face à la justice aujourd'hui. On a décidé d'en parler ce soir dans les Grandes Gueules, puisque Marine Le Pen dénonce, je la cite, un procès politique. Il faut aussi, reconnaissons-le, y voir un rapport compliqué entre la justice et les réseaux sociaux, Noémie Aliwa. Exactement, et le parquet de Nanterre réclame 5 000 € d'amende à l'encontre de Marine Le Pen et Gilbert Collard. Ils sont jugés pour diffusion de messages à caractère violent ou portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus par un mineur. On leur reproche d'avoir posté des photos d'exactions de l'État islamique sur Twitter et sur Facebook, ce qu'ils ont fait en décembre 2015 pour, je le rappelle, dénoncer un parallèle qui avait été dressé entre l'EFN et Daesh par le journaliste Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Il s'agit de photos, je le précise, d'un soldat syrien écrasé par un char, d'un pilote jordanien brûlé vif dans une cage et d'un journaliste américain décapité, la tête posée sur le dos. Marine Le Pen et Gilbert Collard reconnaissent être à l'origine de ces publications, mais ils affirment avoir voulu dénoncer le parallèle audio du journaliste et souligner l'horreur du groupe terroriste. À la barre, la présidente du Rassemblement national a brandi sa liberté d'expression et d'information, je cite, tandis que l'eurodéputé FN a notamment affirmé être un ennemi de Daesh. Voilà, 5 000 € requis ce soir contre Marine Le Pen. Bon, on va l'écouter justement, puisque elle dénonce un procès politique. Les médias les publient. Les éditorialistes les publient, les journaux les publient, les télévisions les publient, et que personne n'a jamais été poursuivi de ce fait. Il n'y a que Marine Le Pen qui est poursuivie. Eh bien, dans ces conditions-là, on peut, je crois, en tirer la conclusion que je suis évidemment victime d'un procès politique. Et Bon, alors c'est une histoire un petit peu délicate. Clément Veyrenal, je vais commencer avec vous. C'est une situation étrange. Marine Le Pen est accusée de ne pas s'être assurée qu'aucun mineur ne pouvait voir ce message. C'est ça ce qu'on lui reproche, ce qui au fond est impossible sur Twitter en fait. Oui, non, mais c'est surtout une utilisation, j'allais dire, un dévoiement de la justice, c'est-à-dire qu'on va chercher une conception très étroite du droit de la presse pour poursuivre, une fois de plus, Marine Le Pen et Gilbert Collard. C'est bien entendu, on voit bien ce qui se cache derrière. C'est la dénonciation qu'ils ont faite de manière violente, certes, du terrorisme islamique qui leur est reproché. À qui fera-t-on croire que c'est parce que pour telle et telle raison, il ne pouvait pas diffuser ces photos qui étaient trop violentes. Ou en tout cas, on voudrait faire de la publicité à Marine Le Pen, on voudrait faire de la publicité au Rassemblement national, on ne s'y prendrait pas autrement. Elle a le beau rôle, elle va dire, mais enfin, j'ai encore le droit de montrer ce qu'est la réalité du terrorisme islamiste dès lors que, dans une polémique, on a comparé l'extrême droite française à Daesh et à l'État islamique. Donc il y a quelque chose, effectivement, quand même
de détestable. On sent bien que dans ce procès, ce qu'on lui reproche, c'est on dit vous êtes d'extrême droite, donc vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas le droit de parler. C'est le fameux d'où tu parles qui a été conceptualisé et fort utilisé par l'extrême gauche. C'est donc c'est assez insensé. C'est compliqué. Regardez, je prends un autre exemple. Oui. Est-ce que vous connaissez cette fois? Allez-y. Non, mais prenez, vous savez, tous ceux de la génération des années 70 connaissent cette image très violente de la jeune fille vietnamienne dénudée courant sur une rue parce qu'elle avait subi un bombardement au napalm. Aujourd'hui, on pourrait dire comment vous diffusez cette image pour dénoncer la guerre du Vietnam, mais vous êtes-vous assuré que des mineurs, des gens de moins de 13 ans ou de 12 ans et demi ne vont pas tomber sur cette image? On vous poursuit et on vous demande 5 000 € d'amende. C'est pas acceptable. Il y a une fantastique hypocrisie dans ce type de poursuite. Pour une fois, je rejoins Clément Vél-Rénal. C'est avant tout, je suis contre ce genre de procès parce que c'est un procès. Oh, merci Laurent Siget. C'est un procès politique. Deuxièmement, c'est une grossière erreur politique parce que c'est évidemment donner à Marine Le Pen la possibilité de se poser en victime, ce qu'il ne faut pas faire. L'extrême droite, ça se combat de plusieurs façons. La première façon pour combattre l'extrême droite, c'est d'abord de proposer des alternatives aux problèmes que l'extrême droite pose. En fait, l'extrême droite pose souvent de bonnes questions, mais donne souvent de très mauvaises réponses. Je ne veux pas dire toujours, mais dire souvent de très mauvaises réponses. Donc ça se combat. Justice, c'est un cas d'école parce que c'est Marine Le Pen. Bien sûr, mais c'est clair. Mais c'est clair. Moi, en tant qu'homme de gauche, ce genre de procès, ça me dérange profondément, et je le dis, et pas parce que c'est Marine Le Pen, ça pourrait être contre n'importe qui. C'est une grossière erreur politique. L'extrême droite, ça se combat sur le terrain, en faisant des propositions, et aussi en prenant ses responsabilités. Et il y a eu trois tribunal. On ne se sert pas d'un tribunal. On ne fait pas de la justice dans la politique. C'est très mauvais. C'est une confusion des genres qui est très mauvaise. Il y a eu 3 personnes qui ont réussi à combattre l'extrême droite en France et qui ont réussi à faire quelque chose. Une fois, il y a eu Bernard Tapie qui a claqué la gueule de Jean-Marie Le Pen en direct lors d'un débat. Une deuxième fois, vous avez eu Monsieur Sarkozy. Bon, c'était un débat en 1986. C'était un débat, mais c'était quand même, c'est lui qui a réussi à montrer. Deuxièmement, il y a eu Nicolas Sarkozy qui a siphonné les voix de l'extrême droite complètement pendant l'élection présidentielle en proposant aussi une alternative musclée qui n'est pas toujours ce que moi je pense, mais qui a plu à une grande partie de l'électorat. Et puis il faut proposer des solutions. Mais c'est un mot. Oui, mais ça on essaie. On lui a fait de la pub. On lui a fait un coup de pub. Vous voulez dire un dernier mot parce que vous devez nous quitter. Oui, c'est un dévoiement de la justice. Mais juste, je me permettrai de rappeler une affaire retentissante que je connais un peu, qui est celle du fameux mur des cons du syndicat de la magistrature et qui a révélé que ce syndicat, qui représente quand même un tiers ou un quart des magistrats français, a tendance à classer les justiciables selon leur appartenance politique. Et en fonction de cette appartenance politique, leur jugement vous rend blanc ou noir. Et qu'ils ont plutôt tendance à taper sur tout ce qui ressemble à la droite et à l'extrême droite plutôt qu'à la gauche. Eh ben, je me pose la question, j'attends de voir la décision des juges du tribunal dentaire, mais je me pose la question de savoir si le procès de Marine Le Pen qui s'est tenu cet après-midi ne s'inscrit pas dans cette logique. C'est intéressant. Merci Clément Vél-Rénal d'avoir été avec nous. Je sais que vous devez nous quitter. Rost, j'aimerais vous entendre. Je pense qu'on est quand même... Ah ouais, parce que non mais moi je pense quand même qu'il faut arrêter d'être dans des fantasmes. Là on va beaucoup trop loin. Ce qu'a fait Marine Le Pen, moi je trouve dommage qu'on la poursuive pour ça. On devrait la poursuivre plutôt pour l'argent qu'elle utilise, l'argent de l'Europe qu'elle utilise pour son parti, alors qu'elle passe son temps à taper sur l'Europe, à dire que l'Europe il faut pas d'Europe, et finalement ils utilisent bien cet argent-là. Par contre, sur ce truc, moi je trouve qu'il est important. Exactement. En plus, sans y aller. Sur ça, je pense que la barbarie de ces gens-là, elle doit être montrée pour que le monde entier voit comment ces gens se comportent. Moi, j'ai cette image qui est d'une violence extraordinaire, où vous avez des gens qui attachent des corps à l'arrière de remorques de 4x4 et qui font des rodéos en train de jubiler. Vous vous rendez compte de la violence de ces images? Il faut que les gens le voient. Il faut que ces jeunes, parfois, qui se laissent embrigader du côté obscur de la force, voient ce genre d'images pour comprendre ce qui se passe réellement là-bas, pour éviter qu'ils ne se laissent embarquer. Et certains, je peux vous dire que pour travailler beaucoup dans les quartiers auprès des jeunes, je peux vous dire que certains, c'est des images qui leur restent énormément dans la tête. Mickaël Lara, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut montrer
montrer les atrocités de Daesh, ou alors est-ce qu'on peut parler de Daesh sans montrer ces images terribles? Malheureusement, les études sur les fichiers S et sur les gens qui sont revenus de Syrie montrent que tous ces personnages étaient abreuvés d'images extrêmement violentes. Pour être dans le passage à l'acte, pour tuer des gens, il ne faut pas être monsieur normal qu'on a un peu endoctriné. Il faut quand même une structure très violente. D'accord ? Donc, cette nourriture sur ces structures-là, c'est une nourriture qui va pas du tout avoir l'effet de les calmer et de leur faire prendre conscience de quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont aucune empathie et ils sont déterminés. C'est plutôt quelque chose qui va les exciter. Donc, je ne sais pas quel est l'intérêt profond de montrer ça. Et ça veut pas dire... C'est-à-dire que le problème, c'est que soit on montre, soit on est angélique. Est-ce qu'on peut ne pas être angélique et expliquer d'autres choses? Ça me semble très facile de montrer ces images, en vérité, sur Daesh. Tout le monde est d'accord qu'ils sont très méchants et très fous, etc. Là où ce serait plus courageux, c'est justement en revenant, par exemple, au sujet précédent, sur la pensée antisémite très répandue dans les banlieues, l'interdiction de débattre. Là, il faudrait un peu de courage. Là, il faudrait montrer un peu les muscles. Mais là, pour le coup, personne les montre. Et c'est bien ça que je trouve problématique, et c'est bien pour ça que je pense que la société se débilise et se polarise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de débat intellectuel. Aujourd'hui, on va faire de la politique sur Twitter. Aujourd'hui, c'est une émotion qui va remplacer un débat intellectuel, et donc on va caricaturer les positions de chacun. Aujourd'hui, la virilité, elle est du côté de Marine Le Pen, la force, elle est du côté de Marine Le Pen. C'est pas bien de lui laisser cette force. Il faut que... Mais est-ce que c'est à la justice de s'occuper de dire qui doit avoir la force ou non? Parce que c'est ça qui est en train de se passer là. Bien sûr que non, c'est pas à la justice, mais c'est pas étonnant. Pour un argument de dire elle a mis une image de Daesh sur Twitter, pardon, mais ça peut surprendre que ce soit elle ou quelqu'un d'autre. Bien sûr, mais parce que ce qu'il y a derrière, c'est que ce qu'ils viennent essayer de bagarrer, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire, on prête l'intentionnalité à Marine Le Pen de brûler la rue française, qui a besoin de dénoncer Daesh et les atrocités? Franchement, qui débat de ça en France? Par contre, qu'est-ce que c'est la politique de Marine Le Pen? Il y a énormément de gens qui le font, énormément. Il y a énormément de gens qui le font. Alors, je vous entends, je comprends ce que vous voulez dire. Vous êtes psychiatre et que c'est normal que vous ayez cette position-là, mais est-ce que c'est antinomique de montrer la réalité du terrain? Parce que des fois, moi je peux vous le dire, depuis 2015, on est sur le terrain tous les jours. J'ai fait une tournée pendant 3 ans avec mon premier film, Et si on s'en sortait. Et est-ce que ça change les choses? Et on a les discussions avec les gamins. Et quand vous leur parlez des réalités du terrain, ils ont une autre approche. Quand on intervient même dans les prisons, quand j'interviens dans les prisons, c'est pareil. Les retours de Syrie, quand ils racontent leur réalité là-bas parfois, je peux vous dire, les gamins n'ont pas la même approche après. Donc, c'est pas antinomique. Et puis, même ce que vous dites là, sur la question de l'antisémitisme, sachez qu'il y a des gens qui font le boulot, on passe notre temps sur le terrain, et il y a des choses qui, à travers la culture, vous savez, des gens comme vous font le travail, mais les politiques ne font pas suffisamment le travail. Si aujourd'hui des milliers, je peux me permettre de dire autre chose. Je peux me permettre de dire quelque chose. Alors je veux saluer Arnaud Klarsfeld qui rentre dans ce débat. Je voulais vous présenter après le jingle, mon cher Arnaud Klarsfeld. Mais bonsoir et bienvenue dans les grandes gueules Moyen-Orient. Arnaud, je vous en prie, réagissez bien sûr, bonsoir. Vous êtes le bienvenu. Juste, avant de venir aux animaux, si on peut, je voudrais juste dire un mot sur ce sujet. Ces images de Daesh, je les avais mises sur les réseaux sociaux, d'ailleurs en 2015, parce que c'était des images où on montrait les gens de Daesh qui tuaient des civils devant une rivière. Et ces images me rappelaient les Einsatzkommando qui tuaient les Juifs devant les ravins. Et j'ai accompagné ces images par une phrase qui disait « Voilà, on a vraiment de la chance de vivre dans une démocratie, voilà à quoi peuvent conduire les régimes extrémistes ». Bon, c'est pas l'image, parce que sinon il faudrait interdire les documentaires qui traitent de la Shoah, où on montre les Juifs qui sont en train d'être abattus. Ce qui compte, c'est pas ce qui est montré. Bon, parfois, ça doit être montré à certaines heures pour pas que les enfants soient là, traumatisés. on dit sur Twitter, elle aurait dû vérifier que les enfants n'y aient pas accès. Ce qui est important, c'est une seconde. Bon, ce qui est important, je crois que la loi est ridicule. C'est mon sentiment. Une loi doit être peut-être appliquée, mais elle peut être en même temps ridicule. Ce qui est important, c'est
ce qui accompagne l'image. Si on dit vive Daesh et on montre l'image, c'est pas la même chose que de dire à bas Daesh, voilà à quoi peuvent conduire les régimes extrémistes. Voilà. Ce que je disais, c'est qu'il fallait pas montrer les choses et la réalité, l'expliquer, etc. Je disais le fait même de mettre la crudité de ces images, je suis pas sûr que ça a un impact si positif. Bon, après, le fond de ma pensée, c'est que c'est une bonne conscience à peu de frais. C'est facile de condamner Daesh et c'est très bien. Mais j'aimerais bien voir les gens qui mettent tout ça condamner les exactions en Russie, les exactions en Iran. Mais là, il faut du courage pour faire ça. Et je trouve que la soft idéologie a un courage lâche. C'est-à-dire qu'on s'attaque à ceux qui sont évidemment les très méchants, que ce soit l'extrême droite ou Daesh, mais par contre, n'osent pas s'attaquer à ceux qui sont véritablement les dangers et qui pour le coup, sont aussi effrayants. Alors, ce sera le mot de la fin pour ce sujet. Arnaud Klarsfeld, je vous remercie d'être avec nous ce soir, puisque vous nous rejoignez à l'occasion de la sortie de votre nouvel ouvrage, Âmes et Animaux, c'est paru chez Fayard. Voilà, on finit de nous installer l'oreillette. Un journal de bord dans lequel vous racontez jour après jour comment vous avez vécu le confinement. Un confinement en famille, puisque vous étiez avec vos parents, avec vos chats, vous y mêlez un parallèle entre l'histoire récente et les annonces chaque soir, ou presque, d'Emmanuel Macron ou des ministres, avec les souvenirs familiaux, notamment les souvenirs de votre père sous l'occupation. Vous écrivez par exemple, page 64, « Les rues de Paris n'ont plus été aussi vides depuis la promenade d'Hitler en juin 1940, tôt le matin. » Ambiance. Alors déjà, je vous pose une question, Arnaud Klarsfeld. Comment vos parents, parce que je crois qu'ils se sont fait vacciner, ils sont des privilégiés, si je puis dire. Ça va, ils sont pas privilégiés. Ils ont 81 et 85 ans. On est privilégié quand on a 20 ans. Quand on a 80 ans, on est moins privilégié, parce que j'ai droit tous les jours aux soucis de santé qui sont normaux quand on atteint des âges qu'on n'atteignait pas sous l'homme des cavernes. Mais en tous les cas, ils ont été vaccinés. Ils ont été vaccinés. J'ai tout fait pour qu'ils soient vaccinés. J'ai coupé la queue, mais ils avaient le droit de se faire vacciner, puisqu'ils ont, heureusement et malheureusement, plus de 80 ans, puisqu'ils ont 81. Beat qui est né en 39, avant l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler, et Serge qui est né en 1935, avant les Jeux Olympiques de Berlin. Alors, votre livre, Arnaud Klarsfeld, est une déclaration d'amour envers les animaux. Vous parlez de vos chats, Malka, Even, l'une d'entre elles d'ailleurs a été ramenée d'Israël, si je ne m'abuse, et vous appelez à plus de reconnaissance. En février 2015, écrivez-vous, l'Assemblée nationale a reconnu que les animaux étaient des êtres vivants, doués de sensibilité. Ce n'est pas suffisant, il faut une reconnaissance constitutionnelle, écrivez-vous, de la dignité de l'animal. Est-ce que l'animal doit avoir les mêmes droits que l'homme, Arnaud Klarsfeld ? Exactement les mêmes droits, je ne sais pas, peut-être que vous les prendrez comme chroniqueurs dans votre émission, mais ils crieront peut-être moins que certains de vos invités. Mais Malka, d'ailleurs, puisque je vais parler, vous êtes à Yafo, et ben Malka vient pas très loin de Jafo, elle vient de Jérusalem-Ouest. Je ne sais pas si elle est juive ou palestinienne, mais en tous les cas, je l'aime beaucoup et nous dormons presque tous les soirs, les bras dans les bras, pattes dans les pattes. Pour revenir à une question plus sérieuse, oui, je crois que les animaux doivent être protégés, c'est-à-dire leur dignité doivent être protégée, et pour cela, il faut que leurs droits soient inscrits. Certains de leurs droits, ou leurs droits à leur causer le moins de souffrance possible, doivent être inscrits dans la Constitution. Ça s'est fait dans d'autres pays européens, la Suisse, je crois le Luxembourg, et un autre pays dont je ne me souviens pas. Mais en tous les cas, ça suscitera des jurisprudences à la fois de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, et ça permettra de mettre fin à des pratiques qui sont des pratiques barbares, comme la corrida ou la chasse à courre, qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Et même d'ailleurs le foie gras a été interdit en Israël par un arrêt de 30 pages de la Cour suprême qui interdit le foie gras, alors qu'Israël était un grand producteur de foie gras. Et
Tel Aviv. Tel Aviv est une ville qui est... quand j'allais dans les kibbutz en Israël en 1974, j'avais 8 ans, les Israéliens n'aimaient pas tellement les chiens. Et maintenant, à Tel Aviv, il y a des Saint-Bernard, il y a des huskies, il y a des chiens qui font avec des poils partout sous 40 degrés, enfin, et il y a des chats partout. Et les Israéliens aiment les animaux. Et de plus en plus, ce qui existe à Tel Aviv arrive à travers le monde, et le droit des animaux, eh bien, va connaître dans les démocraties occidentales une grande expansion dans les années qui viennent, parce que le monde occidental est en paix, ne connaît pas de grandes tragédies, et les gens aiment bien leurs animaux. Allons un petit peu plus loin, parce qu'il y a les animaux de compagnie, mais la question qui fâche, c'est les animaux d'abattoir. Et là, je vais vous citer, parce qu'il y a quelques lignes qui m'ont fait pour le moins sursauter. Vous écrivez, pour les animaux d'élevage, il n'y a pas de Dieu, comme il n'y avait pas de Dieu pour les familles juives impitoyablement assassinées pendant la Shoah. Singer avait raison, pour certains animaux, la vie est un éternel Treblinka. Alors, je vous cite, je vais préciser que cette citation, elle vient en fait d'Isa Bashevis-Singer, qui est un célèbre écrivain yiddish. Elle est sortie de son contexte, utilisée notamment par Charles Peterson et reprise en chœur par tous les antispécistes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant à lire sous la plume d'un Klarsfeld une comparaison entre un camp d'extermination et des animaux d'élevage ? Si vous êtes l'agneau si vous vous transformez ce soir, vous enlevez votre cravate et vous devenez un agneau et que vous allez à l'abattoir avec votre mère, vous êtes placé dans une situation qui est la même que celle d'une mère juive qui arrive avec son enfant juif dans la chambre à gaz. Quand on lit dans les pages dans Libération, quand les agneaux arrivent pour se faire égorger, ils crient comme les vétérinaires disent, ils crient comme des enfants, on leur met le doigt, ils sucent le doigt par réflexe. Enfin bon, les larmes viennent aux yeux, même maintenant quand je le raconte. Et en même temps, on ferme les yeux là-dessus. On veut pas voir ce qui se passe dans les abattoirs. J'essaye de montrer à mon père Serge ou à ma mère Béa ces images. C'est une chose de décrire ce qui se passe dans les abattoirs et une autre de les comparer à Treblinka. Pourquoi, si on est un agneau, quelle différence? Si on est un agneau en train de se faire égorger, on ne comprend pas que c'est pour nourrir monsieur Petrover ou me nourrir monsieur ou me nourrir moi. On voit qu'on est en train de se faire massacrer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, moi, je vois par ces propos, et j'ai souvent parlé avec des gens militants véganes, et on voit que le véganisme est une idéologie extrême. Alors, on peut dire extrémiste, c'est-à-dire qu'elle fait de l'animal l'égal globalement de l'homme. Et cette comparaison que fait Arnaud Klarsfeld avec les chambres à gaz et les abattoirs, avec les camps de concentration, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche des militants véganes. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comme il y a une croyance, mais des non-religieux. C'est-à-dire il y a une religion des athées, une religion de l'amour de tous et de l'équivalent pour tous, c'est-à-dire l'homme est équivalent de l'animal, et donc cette religion, cette nouvelle religion, elle vient s'opposer de front aux anciennes religions. C'est plus une secte. Aujourd'hui, sur le plan psychologique, on dit qu'en général, il faut trouver des compromis pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, face à une idéologie extrémiste, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des compromis. Non, mais c'est plus. Aujourd'hui, ils ont des comportements plus de secte que de religion. J'ai pas dit que j'étais pour. Allez-y, Arnaud Klarsfeld. J'ai pas dit que j'étais pas pour les compromis. J'ai dit que si vous êtes un biologiste et vous penchez sur les animaux et l'homme, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Bien sûr qu'il y a des différences, mais enfin, il y a un infini de différences entre un homme et un animal sur le plan biologique. Vous mariez avec un chien si vous voulez, s'il n'y a pas de différence. Parce que la base, c'est une cellule. À ce moment-là, il n'y a pas de différence entre une bactérie et un être humain. À ce moment-là, arrêtons les antibiotiques, parce que c'est vraiment pas chouette pour les bactéries. Ça, c'est l'extrémisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une nuance à cet endroit-là. Les êtres humains, aujourd'hui, dire que les êtres
êtres humains sont l'équivalent des animaux en termes émotionnels, aujourd'hui ça relève pas de la science, ça relève pas non plus du bon sens, ça relève d'une idéologie, ça relève d'une croyance. Parlons un peu quand même judaïsme. Un mot, Laurent Siget, je redonne la parole à Arnaud Clarsel parce qu'il est notre invité. Un mot sur le judaïsme qui a quand même écrit une seconde. Un mot sur le judaïsme qui explique quand même quelle est la place de l'animal dans la religion juive, ça c'est aussi très intéressant. Rabbi Nachman dit que l'humain doit protéger les espèces qui sont créées avant lui. L'humain a été créé en dernier et a été responsabilisé en premier. C'est-à-dire que si l'humain ne se comporte pas bien envers l'homme, envers l'animal, il tombe de son piédestal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans le judaïsme, même il y a 5000 ans, on a toujours dit que l'homme devait respecter l'animal. Mais comparez ça avec Treblinka. Treblinka, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Manger des agneaux, comme vous le dites, Monsieur Klarsfeld, c'est arrivé depuis toujours. On a toujours chassé, depuis l'homme préhistorique, on a toujours consommé de la viande. Malheureusement que ça ne plaise pas aux véganes qui aujourd'hui se comportent en secte plus qu'en religion, parce que moi-même j'étais assis à un restaurant avant le confinement et sont arrivés dans un restaurant où on mangeait de la viande, sont arrivés 3 véganes qui m'ont carrément dit que ce que je mangeais c'était mort, et je lui ai répondu: vous n'avez pas l'air plus éveillé que ce que je suis en train de manger. Alors Arnaud Clarsel, vous êtes notre invité, je vous laisse quand même répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à Tel Aviv. Ouais. D'accord, merci. Ok. Bon, le judaïsme a toujours été soucieux du bien-être des animaux, ça c'est une évidence. Deuxièmement, j'ai pas dit qu'il fallait pas manger de viande. J'ai dit que si on est un agneau et que si on se fait égorger et que la mère est en train de voir son enfant se faire égorger, elle est triste. C'est l'évidence. J'ai dit aussi qu'il n'y a pas de différence d'un point de vue biologique entre l'homme et l'animal. C'est une évidence. Et je pense même que si Dieu existe, il voit pas de différence entre l'homme et l'animal. C'est un sentiment. Vous avez un autre sentiment, mais il est basé sur aucune preuve. Bon, moi je pense que Dieu, il voit la vie ou il voit la conscience autant dans les yeux c'est la religion d'un chevreuil que dans les yeux d'un homme. Voilà. Merci beaucoup. Arnaud Clarsel, je sens que le débat va se continuer hors antenne, mais nous on doit la rendre. Je vais rappeler la sortie de votre ouvrage Âmes et animaux, Arnaud Clarsel. C'est paru chez Fayard, qui je pense va intéresser beaucoup de gens, parce qu'en effet ce sont des questions sur notre avenir à tous. Et nous, on se retrouve demain soir à partir de 20h heure de Paris, 21h heure de Tel Aviv. Bonne soirée à tous.